Oui, non, c'est pas faux. Moi, je suis sensible à ce que dit Emmanuel Todd. C'est-à-dire qu'on est effectivement, il y a quelque chose de psychologiquement touché dans le mécanisme social. C'est-à-dire que les décideurs eux-mêmes, quoi qu'ils décident, n'ont pas d'action sur ce qu'ils décident vraiment. Et c'est ça qui me frappe effectivement. Prenez que ce soit la crise économique, on a l'impression qu'elle échappe et que tout échappe dans la décision ou dans la politique à ceux qui cherchent d'une manière ou d'une autre à avoir sur elle une certaine action. Et à cet égard, il y a quelque chose, je dirais, moi je ne suis pas économiste, je ne suis pas démographe, je ne suis pas philosophe politique, je suis plutôt historien. Et il y a quelque chose qui me rappellerait à certains égards, sur le plan général, l'atmosphère qu'on pouvait voir avant la guerre de 14, où tout le monde cherchait à faire quelque chose qui est une action réellement politique, et c'est presque le principe du tragique historique, c'est que tout ce que vous faites pour vous en sortir, vous y enfonce un peu davantage. Et on a effectivement l'impression, avec derrière ce que dit Emmanuel, société de cinglés, dit-il, bon, oui et non, parce que ça ne veut pas dire grand-chose non plus, société de cinglés, mais qu'il y a une situation globale qui échappe beaucoup plus qu'elle n'échappait autrefois aux décideurs, ce qui permettait d'une certaine façon, dans ce cadre marxiste dont Emmanuel parle, qu'il y ait des acteurs et qu'il y ait des victimes et qu'il y ait des coupables ou qu'il y ait des responsables réels. Là, on a l'impression que la situation dépasse de beaucoup chacun des acteurs qui a pris sur elle ou qui devrait avoir pris sur elle. Bon, oui. Mais c'est pas dire grand-chose non plus. C'est dire. Moi, je voudrais revenir sur société de cinglés. Kenneth Boulding, lorsqu'il était secrétaire de l'Assemblée des économistes américains, disait que pour croire à une croissance infinie dans un monde fini, il fallait être soit un fou, soit un économiste. Alors il y a peu de fous au pouvoir, mais il y a beaucoup d'économistes. Et puis je voudrais aussi réagir sur ce que disait Emmanuel Todd. Dire qu'un pessimiste, c'est souvent un optimiste mieux informé. Mais je ne suis pas pessimiste, parce que cette crise aujourd'hui, ça peut être une chance extraordinaire. Ça peut être la chance, effectivement, de ne plus refouler la grande question qui est la question du partage. On sait qu'aujourd'hui, 2% des humains s'approprient 50% des ressources planétaires. Et que 50% de la population mondiale n'a accès qu'à 1% de ces richesses. Donc on voit très bien qu'on ne peut pas généraliser nos modes de vie. Et Luc Ferry a raison. On ne peut pas penser, effectivement, que demain, eh bien, tous les Chinois, tous les Hindous pourront avoir une voiture. Mais dans ce cas-là, si notre mode de vie n'est pas généralisable, comment peut-on le défendre sur le plan moral, sur le plan éthique? C'est-à-dire, je crois que nous sommes effectivement face à une crise. Ça n'a aucune importance pour le défendre sur le plan éthique. Qu'on vive une période peu éthique, aucune n'a été éthique, et ça n'a aucune espèce d'importance. Moi, ce qui me semble important précisément aujourd'hui, c'est de redonner un contenu moral, effectivement, à la politique. Parce qu'on ne peut plus, dans le cadre... Parce qu'il l'a eu autrefois, vous croyez? Ah mais j'ai pas dit qu'il l'a eu autrefois. Heureusement que les générations anciennes ont combattu pour l'émancipation, et heureusement qu'il faut poursuivre aujourd'hui, effectivement, ce combat. La grande question aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on produit, comment. On sait que l'eau potable va devenir de plus en plus rare. Eh bien, je crois qu'il va falloir apprendre à différencier les types d'usage et aller, effectivement, pourquoi pas vers la gratuité du bon usage de l'eau, c'est-à-dire tout simplement pour l'entretien domestique, et vers le renchissement ou l'interdiction du gaspillage. C'est-à-dire que nous allons être obligés de changer nos façons de poser les problèmes. On ne peut pas à la fois dire, effectivement, que notre mode de vie n'est pas soutenable et tout faire pour, effectivement, le préserver, voire l'étendre. Je vous donne tout de suite la parole après. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris ce week-end? Ceux qui y étaient l'ont vu. Les Champs-Élysées ont été considérablement transformés. Je propose d'y faire un tout petit tour, parce qu'à mon avis, ça en dit long là aussi sur l'époque. Ce week-end, les Champs-Élysées. La plus belle avenue du monde passe au vert. Inutile les feux de circulation, plus aucune voiture. À la place, des milliers de Parisiens enchantés. L'opération Nature Capitale expose gratuitement au public 150 espèces végétales, du colza au bambou, mais aussi veaux, vaches, cochons et moutons photographiés comme des stars. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas la chance de voir des animaux de près, donc c'est un peu normal qu'ils se voient des stars, quoi. Idée de l'opération, réconcilier politique, consommateurs et agriculteurs.
Alors vous vous souvenez, il y a 15 ans, il y avait eu la moisson sur les Champs-Élysées. C'était encore le travail qu'on célébrait. C'était encore l'époque du productivisme. Depuis, il y a eu Copenhague. Et là, on est juste dans la contemplation de la nature. On est enfin, moi, je l'ai vu comme un culte de l'écologie pure. Il me semble que là, quelque chose de considérable a changé, Luc Ferry. Je crois, pour revenir à la question, parce que je pense que on peut être partisan du protectionnisme, d'un protectionnisme intelligent, parce qu'il y a des protectionnismes bêtes, mais c'est pas celui d'Emmanuel, j'imagine. Parce que sinon, le protectionnisme, vous savez, les gens vous disent, attendez, si on fait du protectionnisme, ils nous achèteront pas nos Airbus et nos TGV. C'est l'objection qu'on connaît bien. Donc ça veut dire qu'il faut le faire finement, et je sais pas qui est capable de le faire finement. On peut faire de la décroissance, c'est-à-dire essayer de dire, voilà, puisque notre modèle n'est pas tenable, il faut introduire de la morale là-dedans. Il y a un type qui défend très bien ça en France, c'est Cochet, qui explique très bien que puisque la décroissance est inévitable, mieux vaut l'organiser soi-même que d'attendre que ça se passe de manière sauvage et de manière non pilotée, si je puis dire. Mais le vrai problème, c'est celui qu'a posé Pierre, Nora, à l'instant. Moi, je lui ai consacré un livre entier, Pierre, c'est pour ça que je vous dis que vous avez raison, c'est toujours la même chose, on dit toujours il a raison, il dit la même chose que moi, bon. Mais qui s'appelait l'ingouvernabilité des démocraties. Et à chaque fois que je dis ça, les gens sont consternés, ils me disent, ah mais vous êtes défaitiste, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va se tirer une balle en la tête. C'est pas le propos, c'est juste, il faut comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe dans un univers globalisé, dans un univers mondialisé. Nous n'avons absolument aucun pouvoir sur le développement de la Chine et de l'Inde. Nous, Français, nous, Européens, aucun. Donc si on parle de décroissance, il faut d'abord commencer par dire qu'en termes d'organisation de la décroissance de l'Inde et de la Chine, nous n'avons rigoureusement rien à leur dire, ni aucun moyen de leur dire quoi que ce soit. Bon, donc ça c'est quand même le premier point, c'est le problème numéro 1. Et par conséquent... Et ça c'est nouveau. Mais c'est nouveau, jamais arrivé, bien sûr, mais évidemment. Quand on parle de mondialisation, c'est deux choses. La mondialisation, très récemment, parce qu'on pourrait la faire remonter à Christophe Colomb si on veut, mais c'est les marchés rendus instantanés par l'Internet. Maintenant, c'est à la nanoseconde que vous avez des logiciels qui pilotent les marchés, et c'est évidemment, par ailleurs, l'entrée de l'Inde et de la Chine dans ce circuit de la consommation et de la production à l'occidentale. Donc, par rapport à ça, il faut bien voir que les leviers de la politique nationale, quel que soit le talent des gens, qu'ils soient nuls, qu'ils soient intelligents, qu'ils soient méchants, qu'ils soient gentils, ça ne change rien. Ils sont dérisoires. Les leviers de la politique nationale ne lèvent plus rien du tout. C'est ça le problème politique aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas un problème droite-gauche, c'est pas un problème de salauds et de gentils, c'est pas un problème de cons et de gens intelligents. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, même si vous mettiez à Emmanuel Todd et qui voulait faire son protectionnisme à la tête de l'Élysée, il aurait exactement les mêmes problèmes que n'importe quel chef d'État, c'est que les leviers de la politique nationale ne lève plus rien du tout. Et c'est ça le fond du problème. Respecter le système tel quel. Mais le système, vous allez expliquer aux Chinois et aux Indiens, il ne faut pas l'accepter, mais ils s'en foutent de Deleuze. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils en aient à faire? Ça, c'est un défaitisme incroyable. Mais c'est pas le défaitisme, c'est la réalité. On est au cœur du Arrêtez, problème. Emmanuel, ne faites pas ça. Non, ne faites pas ça, mais pas du tout. J'ai dit tout à l'heure que mon propos n'était pas défaitiste, et c'est pas pour rien que je l'ai dit. Mais arrêtez de ne parler pas à ma place, bordel. Si je dis que c'est pas défaitiste, c'est parce que... Vous voyez la querelle des intellectuels. Arrêtez, dites ce que vous avez à dire, mais ne dites pas ce que je dis. Droite-gauche. Mais c'est droite-gauche, je suis pas à droite, vous n'êtes pas à gauche, donc ça n'arrive à rien. Non, c'est pas le problème. Mais arrêtez, dites ce que vous avez à dire, ne me prêtez pas des propos stupides, c'est exaspérant. Ce que je dis simplement, c'est que le vrai problème, c'est comment reprendre la main sur le cours du monde. À quel niveau? Est-ce que c'est au niveau de la construction européenne? Est-ce que c'est au niveau du G20? Le G20, c'est quoi? On était dans un avion où il n'y avait pas de pilote, mais il n'y avait pas de cockpit non plus. Alors au moins, on a construit le cockpit. Alors pas de chance, il y a 20 types qui se battent pour attraper le manche, mais c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Et donc ça ne sert à rien de dire ce serait vachement bien d'organiser la décroissance des Chinois et des Indiens alors qu'on n'a aucun pouvoir sur eux, ou ce serait formidable de faire du protectionnisme et de dire ah mais vous acceptez le système. C'est pas que je l'accepte, c'est que je n'ai aucun pouvoir sur les Indiens et les Chinois. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est comment reprendre la main sur le cours du monde qui nous échappe totalement. C'est pas défaitiste, c'est un vrai projet. Et à quel niveau reprendre la main? Comment y arriver? Donc ça ne rime à rien de dire voilà le président de la République est bon ou pas bon là. Mais bien sûr, maintenant oui. Ne prêtez pas des idées que je n'ai pas. Soyez gentils. D'accord, alors ça va être difficile, mais je vais essayer d'y aller nuancé. Donc, disons que je vous sentais exagérant les difficultés d'une façon qui me paraît psychologiquement bizarre. C'est pédagogique. L'idée que les choses sont difficiles, compliquées, certes, mais quand vous dites on ne peut rien face à la Chine, on ne peut rien face à l'Inde, bon, la réalité du monde actuel, en tant que, si on regarde les centres de gravité technologique, économique réels, je veux dire, la région de plus grande puissance économique globale, c'est l'Europe. Avec en son cœur la langue, mais c'est l'Europe. Il y a un truc
qui est l'Union européenne. On nous a assez bassinés avec l'euro et la beauté de l'Europe. Donc on est censé avoir construit un instrument extraordinaire pour faire des choses économiques ensemble. On est les plus forts, certes divisés en quelques États plus ou moins gros, mais au milieu, il y en a 2 qui sont plus importants que les autres sur le continent, la France et l'Allemagne. Et on est dans ce contexte où il suffirait que la France et l'Allemagne discutent intelligemment, et peut-être de façon virile mais correcte, pour faire un projet de réorganisation, de protection du système économique européen qui ferait littéralement des Européens les maîtres du monde. Et les Chinois, à leur niveau, les maîtres du monde. Mais non, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas pour les raisons que je disais tout à l'heure, pour des raisons psychologiques obscures, dont je m'excuse de dire que Luc Ferry, quand même, un peu un représentant modéré. Voilà. Mais vous voyez, je veux dire, la vérité, les moyens, si les Européens se mettaient d'accord, mais à son niveau technologique, les moyens de rétorsion de la Chine sont nuls. L'Inde est un continent-pays admirable, son informatique à Bangalore est formidable, mais il n'y a pas de... Et puis l'Inde n'est pas aussi agressive ou ouverte, mais je veux dire, les Européens pourraient faire ce qu'ils veulent. Et c'est pas plus compliqué que la politique agricole commune. Comment est-ce que les gens qui ont pu faire la politique agricole commune ne peuvent plus se protéger industriellement? Alors juste, je voudrais vous ramener au moment où on en était du débat. Je vous ai montré les Champs-Élysées verdoyants. Il y a quand même quelque chose dont on nous rebat les oreilles depuis un certain temps. C'est pas seulement de la montée en puissance de la Chine et de l'Inde, mais aussi de la raréfaction des ressources naturelles, du réchauffement climatique, de l'écologie, pour dire le mot, et que c'est une des raisons pour lesquelles vous dites qu'on va être obligé de partager. C'est parce qu'il n'y en aura pas de plus en plus comme on l'a cru pendant longtemps. Au XXIe siècle, on a eu l'air de se convaincre, peut-être à tort, vous allez me le dire, qu'il y en aurait plutôt de moins en moins pour de plus en plus nombreux. Et ça me semble être une donnée complètement différente par rapport à la façon dont on réfléchissait en 1980, par exemple. Je dirais que c'est non seulement nécessaire, mais possible, contrairement à ce que dit Luc Ferry. C'est-à-dire que le grand enjeu, c'est de bien comprendre que l'injustice sociale a été quelque chose de pensé, d'organisé, et qu'on peut aussi penser organiser de nouvelles politiques. Mais bien sûr qu'il ne faut pas en rester à ce que sont des mots au but, l'anticapitalisme, l'antiproductivisme, la décroissance, et qu'il faut apprendre à les coupler avec ce que j'appellerais des mots chantiers. Par exemple, le ralentissement contre le culte de la vitesse, ça, c'est des la slogans, relocalisation. Ça. Non, c'est pas des slogans. Prenez le mouvement Slow Food, alimentation lente. Prenez le réseau international des villes lentes. Prenez effectivement toutes les initiatives pour essayer tout simplement de partir du constat fait par Paul Virilio. On sait très bien que toute accélération se fait toujours au détriment des plus faibles dans la société. Donc ralentir une ville, c'est déjà la rendre aux plus pauvres. Donc il faut ralentir, il faut relocaliser. Et là, j'aurais envie de m'adresser à Emmanuel Todd. Je dirais, le protectionnisme, bien sûr, mais pourquoi ne pas le coupler à l'écologie? C'est-à-dire, pourquoi effectivement ne pas penser un protectionnisme qui permettrait tout simplement de relocaliser nos activités? Là encore, c'est pas... Relocaliser, c'est-à-dire de consommer ce qu'on produit au même endroit. Tout à fait. Je vais vous donner un exemple, puisque ça a été traité dans l'actualité. On en a vu de plus en plus des gens qui réfléchissaient et qui vivaient comme ça. Peut-être pour